Moi, je pense que la décomplexification totale de la haine raciale portée de plateau de télé en plateau télé, par exemple pendant la campagne présidentielle par Éric Zemmour, ou la conflictualisation permanente des discours de LFI ne sont sûrement pas sans effet aussi sur ces radicalités-là. Mon sentiment est que le modèle démocratique aujourd'hui est sérieusement, sauvagement, quelquefois sévèrement, contesté par une frange ultra-radicalisée de la population qui s'exprime avec davantage de virulence et apparaît désormais convaincue de l'éventuel recours à la violence pour se faire entendre. Je crois qu'aujourd'hui, l'ultra-droite est galvanisée et elle s'attache même d'ailleurs à lutter contre des événements qu'elle estime décadents, notamment en lien avec la communauté LGBT. On a vu leur mobilisation pour empêcher un concert de Bilal Hassani, même si sur l'ultra-droite, on retrouve les cibles classiques, le musulman, le juif, l'immigré, le franc-maçon et l'ennemi de gauche. Et c'est toujours présent aussi dans les manifestations quand il y a une confrontation. Je crois qu'en plus, il y a un phénomène qui aggrave tout cela, c'est l'influence suprémaciste anglo-saxonne qui pousse l'attrait vers les armes à feu et qui donne plus de dangerosité encore au phénomène. On a vu Frédéric Limiol, en 2020, s'emparer d'un fusil automatique et d'un Glock et tuer 3 gendarmes, qui aujourd'hui, je le dis, est au panthéon de l'ultra-droite. Les activistes d'ultra-gauche ont des méthodes différentes, qui cherchent à se greffer à des manifestations qu'ils sont en général incapables d'organiser. Et ils cherchent à les pénétrer dans le but de les radicaliser, de les faire dégénérer dans une perspective insurrectionnelle. Les premiers actes du mouvement des Gilets jaunes ont été le terrain de l'ultra-droite. D'ailleurs, dès le 24 novembre, j'avais évoqué les séditieux d'ultra-droite. Ça m'était sérieusement reproché. J'avais d'ailleurs critiqué Marine Le Pen, qui avait interrogé sur le pourquoi on ne rassemblait pas et on n'autorisait pas les rassemblements sur l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Mais ce qui est intéressant dans le sujet, je ne veux pas de propos politiques sur ça, dans le sujet qui nous intéresse, c'est de voir comment les premiers actes étaient ceux de l'ultra-droite, et puis l'ultra-gauche, qui au début ne participait pas à ça, on pourrait évoquer les raisons pour lesquelles il ne participe pas, se dire qu'il y a une opportunité, avec la stratégie du coucou de l'ultra-gauche qui consiste à aller dans un mouvement global et à vouloir le faire dégénérer. Et donc, dès l'acte 4, l'ultra-gauche s'est battue dans les rues face à ceux qui étaient mobilisés de l'ultra-droite, a gagné, et ensuite a occupé l'espace pendant la suite des manifestations. Il faut avoir en tête qu'il était aussi difficile à l'époque de distinguer les casseurs des gilets jaunes radicalisés et des éléments d'extrême droite et d'extrême gauche qui, à un moment donné, tout ce petit monde se retrouvait allègrement pour marcher ensemble dans la rue.